Merci pour cette invitation. Je suis extrêmement intimidée d'être au milieu de cette assemblée de prestigieux physiologistes dont je leur avoue de temps en temps que je ne comprends pas tout à fait tout, parce que c'est peut-être un petit peu trop fort pour mon tempérament, mais ça m'éblouit d'autant plus. Et en plus, j'en vois les applicatifs pour certains d'entre eux, et devoir travailler un physiologiste, c'est comme devoir travailler une dentelière, c'est un bonheur. Donc pour nous, ça nous émerveille toujours. Donc j'ai pris cette affection aussi parce qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux qui marche vraiment, même si on a sur les modèles animaux des travaux faits par Pisani, par exemple à Rome, qui montrent que le fonctionnement des neurones cholinergiques est altéré, chose qu'on savait depuis longtemps mais qui a été remis au goût du jour de manière très raffinée. Les anticholinergiques marchent quand même de manière assez confidentielle et donc on est obligé de passer à autre chose. Le travail est quand même si c'est Louis Alim Benabid qui a reçu le prix Lasker, c'est quand même Pierre Polack qui a fait tout le travail de suivi, de sélection, d'analyse, etc. de ces patients stimulés, et avant et après. Et donc en fait c'est un hommage à cette équipe de ces deux personnes très innovantes que je vous montre des vidéos qu'ils m'ont prêtées. Donc là, vous avez un sujet qui a une dystonie généralisée. C'était une observation séminale, cette fois-ci de Grenoble, mais Koub faisait la même chose à Montpellier. Et de manière toujours spectaculaire, on montre le sujet qui a la réponse maximale avec 90% d'amélioration, avec une stimulation qui va se faire avec une électrode catépolaire dont un des plots de contact va être dans la zone sensorimotrice du pallidum interne. Donc ça, c'est les pionniers et les résultats spectaculaires qui font toujours rêver les patients, mais malheureusement, il faut aussi qu'on le prenne avec beaucoup de prudence, parce que même après une dizaine ou une vingtaine de diapos, on n'est toujours pas tout à fait capable d'avoir les facteurs prédictifs du résultat. Et donc, c'est quand même, ce matin, quand je passais la visite, il y avait deux sujets, dont un que vous verrez sur la vidéo, et quand ils demandaient qu'est-ce que vous pouvez prédire, eh ben, je faisais que je ne sais pas. Donc les dystonies primaires, finalement, initialement c'était des dystonies généralisées comme ce qu'on a vu sur la vidéo, et le champ de cette stimulation cérébrale profonde, toujours pour l'instant dans la cible pallidale interne, dans la zone sensorimotrice, comme vous le voyez sur le petit schéma, reste et passé de la dystonie généralisée aux dystonies plus focales. Donc ça, c'est un peu l'étude multicentrique française qui nous montrait justement des sujets avec des grandes dystonies, c'est toujours Grenoble pour leur rendre hommage, des grandes dystonies généralisées, un effet qui se passait à 6 mois et à 1 an avec une bonne amélioration. Mais vous pouvez avoir exactement la même chose avec des dystonies moins sévères et moins diffuses. Cette jeune femme maintenant a eu des enfants et elle a une activité qui est tout à fait normale, avec toutefois une chose que connaissaient bien les épileptologues, ce qu'on appelle le fardeau de la normalité. Si vous avez une dystonie qui va envahir une partie de votre enfance et de votre adolescence, et que donc votre scolarité et votre lien social est un peu perturbé par cela, lorsqu'on vous remet dans le grand bain et que vous avez l'air tout à fait normal, qu'il faut trouver un boulot, un conjoint, élever un gamin et gagner des sous en plus, eh bien ça devient un poil complexe, et ces sujets-là se retrouvent dans des situations critiques parce qu'ils sont en compétition majeure avec des gens qui sont théoriquement à 100% de leur capacité, parfois des ambitieux qui sont à 110%, et eux ils sont à 80%, et du coup le choc est un tout petit peu violent. Et ça, c'est le poids de cette normalité, et quelque chose qu'on n'avait pas soupçonné à ce point. La dystonie aussi cervicale et faciale, ou faciale simple, peut, dans certains cas extrêmement graves comme ce patient, être une candidate à la stimulation cérébrale profonde. Et celle-ci aussi, qui est une forme, cette fois-ci des membres supérieurs, c'est un jeune homme que l'on suit encore avec des myoclonies et une posture dystonique avec une gêne importante à l'écriture, va être améliorée par la stimulation cérébrale profonde. Alors vous me dites, mais pourquoi on en parle puisque tout est beau et qu'on est chez les bisounours? On n'est pas complètement chez les bisounours. La première chose, vous en ai parlé tout à l'heure, à cause de ce poids de la normalité qui fait que ces gens sont adaptés, mais dans une situation qui est parfois un petit peu plus rugueuse que le monde enchanté qu'on espérait leur offrir, même s'ils sont remarquablement bien améliorés sur le plan fonctionnel et sur le plan de la sévérité de la dystonie. Mais deuxièmement, parce qu'il y a des enjeux, et que parmi ces enjeux, il y a deux enjeux. L'enjeu de la communication
et l'enjeu du contact social. Alors, la communication, en fait, ça va être parole et écriture. Le contact social, c'est l'apparence. Vous avez vu sans difficulté que ce monsieur, il a une dystonie de la face, donc le contact social va être nettement amélioré parce que la face va être apaisée, et donc tout va bien se passer. Sauf quand il va vouloir causer avec les gens, eh bien la dysarthrie n'est pas toujours améliorée à proportion des autres mouvements. C'est une fonction beaucoup plus complexe, et donc les sujets vont se retrouver aussi dans une certaine degré de gêne. De même pour ce jeune homme que je continue à voir, eh bien, la communication, cette fois-ci, ça va être l'écrit. Et l'écrit va être... les mouvements que vous avez vus qui sont très amples sont améliorés. Mais l'écrit, par contre, fonction complexe et non seulement motrice, mais avec une charge cognitive, ne va pas être amélioré à la même proportion. Et donc, ces sujets peuvent être gênés dans les activités professionnelles, scolaires, etc. Donc, l'enjeu, en fait, il y a ce que veut le patient. Vous le savez bien, vous êtes dans le monde des sujets qui ont différentes sortes de handicap. Donc, eux, ils ont des objectifs. Nous, on en a de l'autre côté, et ce n'est pas forcément les mêmes. Et on ne sait pas toujours parler, du moins dans notre monde à nous, pour savoir ce que l'un et l'autre souhaitent. Donc, il y a cette espèce d'adaptation. Donc, ça, c'est finalement les deux messages principaux. Ils sont sur les 3 premières diapos. Et ensuite, on va juste faire des chiffres et des couleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend des grandes séries ou des moyennes séries de sujets? Eh bien, on retrouve en fait encore et encore toujours la même réponse, c'est-à-dire que cette stimulation pallidale est efficace sur les mouvements et sur le handicap, et ceci en fait dès le 3e mois, avec un effet qui va être pratiquement au maximum à 6 mois, qui va persister à 1 an, à 3 ans, et on va voir que c'est encore plus loin que l'on va le voir. Et puis ça, c'est vrai pour la sévérité, mais aussi pour le handicap, ce qui fait qu'il y a quand même une cohérence entre la chose un petit peu, on va dire, désincarnée, qui est des cotations de quantité de mouvement, et puis la fonction, qui va être donc savoir s'habiller, se laver, etc. Efficace, et dans la plupart des cas sûr, surtout avec des très bons chirurgiens, et c'est surtout ceux-là qu'on laisse opérer, à qui on confie nos patients, et ils ont surtout une préservation des fonctions cognitives, qui est quand même l'inquiétude majeure de ces sujets, et un bon bénéfice-risque par rapport au fait qu'il s'agit d'une intervention chirurgicale, comme vous le connaissez, qui est très délicate. Alors, en fait, quel est notre plus long recours? En fait, c'est plus de 20 ans pour les patients qui ont les premiers patients de Grenoble et de Montpellier. Mais les publications, et alors, oui, je ferai un petit soin dessus, mais les publications vont environ au-delà de 10 ans à peu près. Et nous, on arrive pour certaines maladies extrêmement rares aussi à 10 ans. Et je vous en donnerai un petit exemple. Paradoxalement, avec un truc aussi spectaculaire que la dystonie et quelque chose aussi spectaculaire que la chirurgie avec stimulateur implanté, dans cette étude faite par les Allemands, qui était une étude multicentrique avec également les Hollandais, eh bien, ils avaient fait un sham versus une stimulation efficace, le patient étant lui-même en double aveugle, et contre toute attente, ils ont un effet placebo qui est misérable. Alors qu'on pourrait penser que le truc fait quand même beaucoup d'effets en termes de placebo. Mais après, ça n'a été reproduit que par une petite sous-partie de notre étude où, effectivement, les gens vont avoir un effet placebo qui est faible, mais on l'a, cette fois-ci, fait qu'en simple aveugle. L'effet de la stimulation, en fait, est-ce que c'est un interrupteur on-off, presque comme dans la maladie de Parkinson? Ça dépend des sujets. Il y a une grande variabilité interindividuelle. Mais par exemple, vous allez voir que quand on a le patient en stimulation on et en stimulation off, eh bien, elle n'a pas une réapparition d'une dystonie aussi sévère que ce qu'elle avait en pré-op, où elle était extrêmement dystonique. Donc, en fait, il y a un effet qui persiste un petit peu au bout de après 6 heures, et même qui peut persister plus longtemps. Donc, le mécanisme de la rémanence de l'efficacité de la stimulation, je ne sais pas si les chirurgiens peuvent nous l'expliquer, mais même les physiologistes, pour l'instant, n'y arrivent pas. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que lorsqu'on éteint la stimulation et qu'on attend de manière un petit peu sauvage quand même 48 heures et même plus, eh bien on va voir petit à petit que les symptômes réapparaissent. Et ceci est différent d'un sujet à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui vont avoir une espèce de réserve plus importante que d'autres. Par contre, quand on rallume la stimulation,
et c'est vraiment pas un effet placebo, eh bien les sujets se remettent parfaitement bien, et donc en fait ils reviennent à leur état sous stime avant qu'on ait arrêté. Donc là, cette espèce de discordance entre une aggravation lente et une réamélioration brutale n'est pas expliquée. Donc je vous montre le monsieur qui est on steam, donc qui va bien, c'est une forme génétique que l'on continue à suivre. Il n'est pas parfaitement amélioré, donc on n'est plus tout à fait dans le monde enchanté, mais il va quand même un peu mieux. Puis vous voyez qu'en arrêtant la stimulation, les secousses musculaires apparaissent, enfin, la sémiologie apparaît dans un ordre un peu particulier, puisque vous avez d'abord les formes hyperkinétiques, les secousses musculaires, les myoclonies, puis ensuite les postures toniques, et ensuite l'impossibilité du mouvement par une co-contraction diffuse. Donc en fait, il y a quand même une séquence dans non seulement la gravité, mais également, et là on est vraiment très très gravement handicapé. Et vous voyez qu'il y a une séquence dans la phénoménologie lors de la réapparition des symptômes à l'arrêt du stimulateur. Voilà, là on est vraiment, là j'ai vraiment été au bout de sa résistance. Il a vraiment très mal. On l'a laissé très peu de temps, juste le temps de le filmer, parce que c'est vraiment un monsieur d'une grande gentillesse et avec un handicap. Et 1 heure après l'avoir remis en marche, sa stimulation, il est parfaitement bien, alors qu'il a mis 48 heures pour arriver au stade extrême. Donc entre le moment où vous voyez qu'il rampe vers son verre et le moment où on remet on steam, on a un effet très rapide. Donc le suivi à long terme, le suivi à long terme, en fait, c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a une amélioration qui persiste et parfois qui se maintient avec un petit mieux au cours du temps. Et c'est toujours autour, en moyenne, de 50%, avec des gens qui peuvent s'améliorer un petit peu moins et d'autres qui peuvent aller jusqu'à 80-90%. Le résultat qui est vrai et qu'on retrouve toujours et qui nous embête quand même, parce qu'on n'y comprend rien, c'est celui-ci, c'est le fait que, en fait, sur les 10 ans, c'est le papier de Philippe Coum, on a eu du mal à le dépêtrer parce que c'est pas si simple d'arriver à trouver exactement le message. Et bien, dans ce papier de Philippe Coum, en fait, c'est qu'il y a des sujets qui vont avoir une stabilité, comme je vous l'ai montré sur la courbe, alors que c'est une forme monogénique avec tous la même mutation, et d'autres dans lesquelles la dystonie va réapparaître. Et c'est ce qu'on dit toujours au sujet. Vous avez un tigre apprivoisé, on l'a apprivoisé, mais si on lâche la cage, eh bien vous avez de nouveau le tigre. Donc en fait, la maladie sous-jacente continue à être présente et éventuellement à être évolutive. Et la deuxième chose qui est assez étonnante, plus que celle première, c'est que si vous remettez une deuxième paire d'électrodes dans le pallidum interne en essayant de couvrir une plus grande surface de la structure par la stimulation, eh bien vous allez avoir des sujets qui vont revenir à un état correct, qui est presque celui du préopératoire, et d'autres qui ne vont pas s'améliorer complètement. Donc en fait, il y a des choses qui nous échappent un petit peu dans justement cette gravité de la dystonie qui revient au cours du temps. Donc ça, c'est le premier message. Finalement, la dystonie, même monogénique, même avec la même mutation, a une réponse qui peut être différente d'un individu à l'autre. Et cette réponse, elle est soit différente avec ceux qui marchent bien et ceux qui marchent moins bien, soit différente dans le temps avec ceux qui vont rester stables et ceux qui vont éventuellement avoir un effet de réémergence plus ou moins sensible au traitement. Et donc ça, c'est justement là que la physiologie serait une aide précieuse, mais pour l'instant, on ne sait pas par quel bout l'attaquer. La chose qui existe aussi, c'est que comment se peut-il que des gens qui se ressemblent aient des réponses très différentes? C'est normal si on y pense, mais en même temps, c'est très surprenant, puisque dans ce schéma un petit peu complexe fait par les Allemands, eh bien, vous avez des sujets qui ont un bon effet, ils sont verts ou bleus, et puis d'autres qui ont un effet absolument mauvais, soit d'emblée, soit avec une réaggravation secondaire. Donc en fait, il y a des gens qui ont soit une réponse absente, soit un échappement au cours du temps, et cette variabilité n'est pas expliquée. Et en fait, elle est d'autant moins expliquée que les sujets peuvent avoir des réponses qui sont très diamétralement opposées, alors qu'ils ont des sémiologies qui se ressemblent un petit peu, mais pas complètement, et surtout des positionnements d'électrodes qui sont exactement au même endroit et des paramètres de stimulation qui sont les mêmes. Donc finalement, la précision du geste chirurgical est une condition nécessaire. Malheureusement, elle n'est pas suffisante malgré l'extrême qualité du travail, parce que les caractéristiques propres à la dystonie ont un rôle, et que ces caractéristiques propres ne nous apparaissent pas de manière évidente.
Donc vous voyez, les deux électrodes, la rouge et la bleue, sont exactement au même endroit. L'une correspond à la jeune femme qui a 80% d'amélioration, l'autre à celui qui a 20%. Donc toujours pareil, malgré cela, il y a un effet safe, c'est-à-dire que même ceux qui ne marchent pas sous stimulation n'ont pas d'altération des fonctions intellectuelles ou comportementales. Donc les gens se sont battus les flancs, parfois sur des séries qui ne sont pas si grandes que ça, pour savoir quels étaient les facteurs prédictifs pronostiques. Et la réponse courte est, je pense que malgré ce qui est écrit, on ne sait pas trop. Alors, le truc qui court dans tous les papiers, qui a été montré par ces grands relatifs grands nombres, c'est que si vous avez une forme DYT1 positive, c'est-à-dire une forme monogénique, enfin une forme avec une mutation génétique, vous avez plus de chances d'avoir une bonne réponse. Mais on a vu finalement dans le travail de Philippe Coupe, c'était que des DYT1 et pourtant il y en a qui répondent moins bien. La deuxième chose, c'est plus vous êtes jeune, plus vous répondez, comme si en effet ce schéma moteur altéré c'était moins bien imprimé. Ça, c'est un petit peu l'explication de la crémière que je suis. En fait, on n'en sait rien, parce qu'il y a une autre chose qui est un facteur confondant chez les sujets jeunes, c'est que si on laisse des dystonies très sévères évoluer, ils vont avoir des déformations osseuses, orthopédiques et toutes sortes de choses, y compris et surtout thoraciques, et que donc en fait, c'est pas tellement la dystonie qui est grave, ce sont ses conséquences qui vont grever le pronostic. Et donc, en fait, quelque chose qui est un peu lié à la jeunesse, et bien plus vous êtes jeune et moins la maladie dure longtemps. Certes. Donc, effectivement, le facteur négatif de prédiction, c'est ça, hein, des déformations. Et effectivement, lorsque ça tombe sous le sens, c'est ce pourquoi, en fait, les gens qui opèrent les scolioses sont aussi vigilants à le moment de la puberté, à cause de ce fameux pronostic qui va changer en fonction de cet âge. Par contre, il y avait une chose que Émilie Guettard, qui est rééducateur, avait fait, et qui est finalement le pronostic. Il est très jeune, mais il peut être aussi à un âge un peu plus tardif. Et ce pronostic, c'est aux gens qui vont avoir des compressions, des myélopathies cervicarthrosiques. Les orthopédistes avaient publié depuis super longtemps que les gens qui avaient ce type de dystonie avaient 10 ans de plus, ou avaient 10 ans d'avance sur l'arthrose, et même plus par rapport au sujet à parier pour l'âge, pour tout ce qui était le rachis, et en particulier le rachis cervical. Donc en fait, ils aggravaient un petit peu leurs lésions, en particulier sur les articulaires postérieurs, les protrusions discales, etc., etc. Et en fait, comme ce sont des gens qui ont des grandes dystonies généralisées, aller trouver des signes de compression ou de souffrance médulaire au milieu de tout ça, c'est un peu brasse-coulé quand même, hein. C'est d'autant plus brasse-coulé qu'ils ont des réflexes vifs, mais est-ce que c'est pyramidal? Et que pour peu que ce soit des IMC, ils ont des réflexes vifs parce que c'est pyramidal. Donc avec ça, joyeux Noël, Thérèse. Donc, c'est la fin de la journée, hein. C'est une des choses à laquelle on s'est intéressé, parce qu'il fallait trouver d'abord les signes que vous connaissez vous, mais que les neurologues d'adultes ne connaissaient pas forcément, qui étaient des signes de gravité ou de changement d'état de ces sujets. Et puis, il fallait voir s'il y avait vraiment des lésions médulaires. Et en fait, ils en ont plein. Et l'âge critique, c'est un âge de 30 et quelques années. Comme je n'ai pas mis mes lunettes, je ne les vois plus. C'est 35 ans. Hein, et donc, à partir de cet âge-là, pour peu que les gens aient une dystonie sévère du cou, alors là aussi, hein, ce sont des portes ouvertes, mais on monitore maintenant nos patients dystoniques. Eh bien, à partir de cet âge-là, on craint que les gens aient, avec les grands mouvements en arrière, et puis ces phénomènes de coups de fouet, de whiplash, ou ces grands mouvements de torsion comme ça, eh bien, on craint qu'en effet, il se fasse des contusions médulaires, pas forcément des compressions, mais des contusions. Et vous voyez chez ces sujets, en fait, qu'on retrouve ces anomalies médulaires et que c'est proportionnel à l'âge et à la sévérité. Ce qui fait qu'en pratique, maintenant, on a monitoré les sujets qu'autour de 30 et quelques années, on leur fait faire des IRM, parfois sous-âgés, donc il faut le justifier. Mais les anesthésistes de radio sont quand même très contents, parce que finalement, ils gagnent pratiquement un coup sur deux. Hein, parce qu'ils font l'anesthésie, alors on leur dit, bah, on va faire l'anesthésie, ils font ouais. Et puis quand même, dans un cas sur deux, on leur dit, bah, ça servait à quelque chose parce qu'il a la moelle, donc on va faire de la toxine, peut-être l'orthopédiste, peut-être les électrodes. Après, il faut convaincre le patient que ça peut être utile, et les gens ont un petit peu quand même peur, à la fois de la compression médulaire et du geste chirurgical. Donc le message de ça, c'est que non seulement on monitore les jeunes, mais on monitore aussi les adultes jeunes, chose que, en tout cas chez les neurologues adultes, probablement en rééducation c'était bien meilleur comme vision, mais nous on ne le faisait pas, et maintenant on le fait systématiquement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va sauter rapidement tout cela, puisque la dystonie est améliorée aussi si elle est plus segmentaire et si elle est plus focale. Et l'enjeu, à chaque fois, c'est la fonction. Donc, celle-ci,
Ça a été étudié maintenant dans les dystonies cervicales. Et vous voyez qu'après la jeune fille que je vous ai montrée, il y a une grande quantité de gens qui ont fait des études, en particulier dans les études multicentriques allemandes, qui nous expliquent que quand on opère une dystonie cervicale, il y a 50% d'amélioration. Mais ça, on s'en doutait un petit peu, puisqu'on l'a aussi dans les dystonies généralisées. Mais ils ont eu le mérite de le démontrer sur des grands nombres. C'est vrai aussi pour le blépharospasme et le syndrome de Mège. Ceci étant, comme je vous ai dit, plus le système est complexe, moins on a de chances de prédire le résultat. Vous reconnaissez le monsieur. En revanche, peu ou pas d'effet sur la parole et la déglutition, parfois même une aggravation de la parole avec une hypophonie et un serrage au niveau des cordes vocales. Et puis, de temps en temps, on récupère quelques patients dont la dystonie s'est aggravée sous stimulation. Et c'est pas forcément la stimulation qui est en cause, encore que quelquefois, oui, ça aggrave le blépharospasme avec une difficulté à ouvrir les paupières, mais aussi parce que la maladie en elle-même était évolutive. Le tremblement, lui, est un bon candidat à la stimulation. Vous reconnaissez le jeune homme, donc en fait, on redécline chaque sujet séparément. Et il y a eu toute une discussion pour savoir si la cible était plutôt le noyau ventral intermédiaire, comme les tremblements, ou le pallidum interne. Et maintenant, en fait, c'est le pallidum interne qui tient la corde. Tout est bien dans le meilleur des mondes, sauf que, comme on a du temps maintenant, eh bien, les gens arrivent avec une longue durée d'évolution sous stimulation ou une longue durée d'évolution de gens qui ont une dystonie et qui ont maintenant 50 ans et plus. Et comme avant, ils avaient des grandes dystonies généralisées de partout, c'était un peu comme ceux qui avaient la compression médulaire, brasse coulée pour trouver un bidule en plus qui allait pas bien. Parce que rien n'allait de toute façon. Donc au milieu, voilà, on n'avait que l'embarras du choix. Mais maintenant que ces sujets ont une amélioration des symptômes moteurs, eh bien on voit chez ces patients une bradycinésie qui apparaît, et donc une partie est peut-être ce qu'on appelle une bradycinésie, enfin une lenteur du mouvement en tout cas, qui apparaît soit dans le cadre de la dystonie, donc on ne sait pas bien expliquer, soit sous stimulation bipalidale. Et c'est encore plus vrai pour les troubles de la marche. On a des gens qui vont évoluer avec des troubles de la marche et de l'équilibre, des freezing et des instabilités posturales, et c'est modulé par la stimulation alors qu'on est dans le pallidum et non pas dans le noyau subthalamique. Donc ça, c'est quand même un sujet dans lequel on essaie de s'engager pour essayer de comprendre pourquoi et comment. Donc du coup, puisqu'on a un petit peu des ennuis, mais pas beaucoup, mais on en a quand même avec le pallidum interne, est-ce qu'on va s'intéresser à d'autres cibles, et en particulier revenir à la cible du noyau subthalamique, comme dans le Parkinson? Et la réponse courte est oui. Et donc c'est Michele Zeglati, et puis aussi surtout les équipes de l'Ouest avec Philippe Starr, qui ont montré qu'ils avaient une amélioration de 60%, exactement le même chiffre en fait, de dystonie cervicale avec une stimulation du noyau subthalamique exactement comme les patients parkinsoniens. L'efficacité est bonne, la safety est un petit peu moins bonne parce que ce sont des sujets qui peuvent avoir, comme c'est un noyau cognitif, aussi une dépression et puis des prises de poids comme dans la maladie de Parkinson. Et puis comme ce sont des gens qui sont déjà hyperkinétiques et que vous savez que le noyau subthalamique, c'est aussi quand il est lésé, ce qui peut donner un hémibalisme, ils sont assez difficiles à régler parce qu'ils peuvent avoir des dyskinésies. Donc, mais par contre, ils n'ont pas de bradycinésie. Donc, en fait, la cible alternative qui pouvait sembler très intéressante est peut-être un tout petit peu plus délicate à manipuler. Sauf dans un cas, et on s'arrêtera peut-être là, parce que je pense que j'ai dépassé ou presque le temps, même si j'avais plein d'autres choses à raconter, c'est dans le cas de cette jeune femme. Alors là, il s'agit d'une maladie métabolique, elle était ce matin dans le service, et en fait, elle avait c'est une maladie qui est une maladie de surcharge, qui a constitué petit à petit une dystonie très hypokinétique. Et en fait, vous voyez que off-steam, on ne pouvait pas faire grand-chose. On-steam, elle arrive à se lever. Et on va la rejouer parce que comme je vous regardais, je ne la regardais pas. Voilà, donc en fait, on commence... Voilà. Et quand on va mettre, elle était off-steam, on ne vous l'a pas montré, elle ne pouvait pas bouger. On-steam, elle était avec juste le GPI, vous voyez qu'elle était lente. Et quand on rajoute une autre cible qui est le noyau subthalamique sur cette hypokinésie, eh bien en fait, on arrive à une performance qui est meilleure. Donc en fait, là, on est en double cible sur certains sujets quand on a hypokinésie
et dystonie. Alors je vois Béchir hausser les sourcils, c'est vrai que c'est un peu aventureux, mais en fait cette dame était totalement statufiée dans son lit et on a donc été jusqu'à ce niveau-là parce que ça lui a permis de gagner quelques années de vie, de reprendre une autonomie. Et là il faut qu'on trouve une idée de plus parce qu'elle s'est aggravée du fait de sa maladie de surcharge. Donc aujourd'hui on a fait de la toxine botulique, c'est moins sexy mais ça marche un petit peu. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'autrement, si vous me lâchez dans mon enthousiasme, on peut passer un grand moment de soirée ensemble. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. Donc on peut, s'il y a des questions sur les autres... Merci beaucoup Madame Vidaillet pour cette présentation. Y a-t-il des questions? J'en vois déjà une ici. Alors, nous, on a une limite d'âge chez le centre d'adultes qui est de 15 ans. Bon, ça, c'est parce que ce sont les structures. En fait, les chirurgiens pédiatriques ont fait 6 ans. Oui. Je trouve que c'est un peu aventureux. Béchir, tu connais plus jeune que ça? Le problème, c'est que dans ces dystonies-là très très graves, quelquefois on a des enfants super mal qui perdent la marche, etc. Mais dans certaines formes de dystonie génétique, qui est une autre forme de dystonie, qui est la dystonie avec une myoclonie, en fait il y a beaucoup de myoclonie et peu de dystonie. Donc on l'appelle myoclonus dystonia, elle est génétiquement aussi déterminée. Et ce sont la dystonie, c'est quand même une maladie dont on pense qu'elle est statique, elle ne l'est pas du tout. En fait, elle fluctue. Et en particulier, dans cette myoclonus dystonia, on a des enfants qui commencent avec un trouble de la marche, une dystonie du pied. Donc, ils évoluent, la dystonie disparaît et apparaissent des myoclonies. Donc, du coup, en fait, ils changent au cours du temps. Donc, si on se jette sur ce gamin parce qu'il ne marche pas, on peut dire que j'en connais un, donc, et voilà, qui était voilà. Et donc aussi, les gens sont jetés dessus et c'est pas un chirurgien d'ici, hein, voilà. Et donc ils l'ont opéré, mais finalement c'est guéri, mais c'est pas guéri, il est peut-être guéri tout seul. Donc je dis pas qu'il faut laisser les gens s'aggraver, mais il faut arriver à un certain degré d'appréhension du degré de gravité, du degré d'évolutivité de la maladie. Et que si les gens sont opérés à 8 ans, personne ne meurt. Hein. Dans mon langage fleurique, évidemment. Est-ce que dans les anoxies cérébrales, il y a des indications? Est-ce qu'il y a un profil pour les grands anoxiques cérébraux? Pour les grands anoxiques, alors en fait, c'est la réponse courte et non, il n'y a pas de profil. Sauf éventuellement les IMC dystoniques purs et marchands et non cérébelleux. Ça fait quand même pas et peu spastiques, ça fait pas beaucoup. Donc en fait, c'est 5%, quoi. En fait, quand on regarde sur les séries, c'est 5%. Et même dans ceux-là, il y a une grande variabilité d'un sujet à l'autre. Et alors, de temps en temps, donc moi, je pense que quand même ceux qui ressemblent le plus à la dystonie primaire, c'est-à-dire comme on a vu la première jeune femme qui avait des grands mouvements, serait une bonne indication. Parce qu'ils ont une sémiologie qui est proche, et même s'ils développent sur le mode développemental, ils ont quelque chose dans lequel la vraie motricité normale n'a pas été acquise, on peut espérer un peu rogner sur l'intensité des mouvements surnuméraires. Mais justement, ce sont ceux-là qui, la plupart du temps, au moins dans l'expérience que l'on en a, sont les moins volontaires pour la chirurgie. Et ce matin, j'en avais un dans la salle, je lui ai fait, on va le faire là. Et il me fait, non, parce que moi j'ai peur. Hein, parce qu'en fait, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont et ils disent je sais ce que j'ai et je ne sais pas très bien ce que je vais avoir après. Et le risque de la déception et de l'incertitude est là. Ou alors on n'est pas assez convaincant. Mais en tout cas, ceux pour lesquels on aurait des indications et ceux qui ont été opérés dans l'étude qu'on avait menée, c'était des dystoniques marchands peu spastiques, très hyperkinétiques, peu ou pas cérébelleux. C'est-à-dire en fait des moutons en 5 pattes. Alors, la deuxième question, c'est de savoir si finalement sur des hyperkinétiques non marchands ou avec des grands spasmes, parce qu'on en voit quelques-uns avec des grands spasmes d'extension, est-ce que finalement on ne s'auto-limite pas parce qu'on ne veut pas opérer des gens dont la réponse sera faible et pour lequel quand même, si on évite que la tête parte en arrière, il ne s'abîme pas la moelle, qu'il puisse contrôler mieux la tête, qu'il puisse utiliser un contacteur, qu'il puisse avoir pas les bras qui font l'essuie-glace et que donc ils peuvent utiliser des pictogrammes, ça on n'a pas le cran d'y aller vraiment.
Bon, et peut-être que c'est une des questions qui tournent en rond en permanence. Béchir, tu penses quoi? Et puis vous aussi, parce que vous les avez, ces sujets-là, et puis ils posent la question. Ils sont assez ambivalents, ceux qui arrivent au monde des adultes. Et les vôtres aussi, hein, ils sont... Ah oui, plus même. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une situation très difficile. Hein. Jamel fait bien de poser la question, puisque les résultats de la stimulation cérébrale profonde sont nettement moins bons, parfois même nuls. On a eu des espoirs sur la stimulation corticale, mais malheureusement, ça n'a pas été à la hauteur des espoirs. Et comme on a envie de rendre service à ces patients, ils sont discutés au cas par cas. Alors il y a quand même des situations où on peut discuter la stimulation. Ce qui est un petit peu difficile, c'est que il n'y a pas de possibilité de test péropératoire non plus. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer une stimulation péropératoire avec un contrat avec le patient qui consisterait à ne pas l'implanter si le test péropératoire ne marcherait pas. Mais ça n'est pas le cas, puis pour les raisons que Marie a largement expliquées, hein, les problèmes de latence. Il y a aussi les situations anatomique. À l'évidence, une lésion du globus pallidus, ça n'a pas de sens de stimuler une région lésée. Hein. La stimulation cérébrale profonde s'adresse à des noyaux qui anatomiquement sont intacts. Donc là aussi, c'est délicat. Est-ce que dans ton expérience, quand même, Marie, quel est le pourcentage de patients de dystonie secondaire, finalement, auxquels tu conseilles quand même, ou tu essayes de convaincre le patient pour y aller? En fait, on a plus de chances, entre guillemets, d'obtenir une conviction chez ceux comme la dame, par exemple. En fait, ceux pour lesquels on arrive plus facilement sont soit des gens qui ont une dystonie vraiment, avec une dystonie généralisée, comme dit Piquant, enfin comme certaines formes génétiques, soit des gens qui ont eu une apparition relativement plus tardive et qui ont eu une vie normale, enfin, ou une enfance un petit peu normale et qui se développent ensuite, comme la dame qu'on a vue avec les 2 électrodes, parce que du coup, ils ont une espèce de comparatif, ils savent ce qu'ils vont réavoir. Ça, c'est cela. Et donc, en fait, on est dans les dystonies secondaires, mais secondaires non pas à une souffrance et une maladie développementale, mais à quelque chose qui est effectivement développementale, mais d'apparition plus tardive, alors qu'une motricité normale ou considérée comme telle a été développée, et donc ils ont un comparatif. Donc, et je trouve, mais peut-être que je manque de conviction, que ceux qui sont des IMC marchands, on a beaucoup de mal, alors qu'on est très inquiet, qu'on voit tout de suite qu'ils pourraient bien aller, même des gens qui ont une moelle qui est menacée, je leur fais, bah là quand même ce serait bien, ils font, oh là là, j'ai un peu peur, et j'en ai une qui continue à s'abîmer la moelle parce qu'elle ne veut pas être opérée. Donc c'est vraiment très... Enfin, j'en ai un petit peu mal. Mais je pense que les dystonies secondaires, non depuis le début, la toute petite phase, les premières phases de développement, sont meilleurs candidats. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, deux choses quand même. La physiologie, compliquée, parce que ce sont des sujets sur lesquels, quand ils ont un tel mouvement anormaux, très compliqué de faire de la physio avec des bonnes lignes de base, etc., voilà. Par contre, l'imagerie peut être très intéressante. Il y avait une chose que je voulais montrer derrière, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire même chez des gens qui ont des images qui ont l'air normales, du tracking de fibres, des choses comme ça, même chez des gens qui sont sous-âgés, peuvent nous donner des informations. Et il y a un papier de 2014 qui montre que suivant les structures cérébrales isolées par ces techniques d'imagerie, on va pouvoir un tout petit peu ségréger selon la réponse va être meilleure et ceux dans laquelle elle va être plus modeste. Donc, dans ce cas-là, parce qu'on est dans du statique et qu'on n'est pas dépendant de la coopération du sujet ou de son immobilité, on peut au moins se reposer sur l'imagerie. C'est une petite piste. Donc, y compris sur ces sujets-là où on peut avoir un peu de prédiction. Donc, si j'ai bien compris, la dystonie mobile serait quand même beaucoup plus... ça serait beaucoup plus efficace dans la dystonie mobile que dans les postures fixées qu'on a chez certains anoxiques adultes, par exemple, où là, il n'y a aucune réponse. C'est ça, on peut schématiquement dire que la dystonie fixée... En fait, la question, c'est ce qu'on dit, mais on n'a aucun moyen de le démontrer. C'est-à-dire que c'est ce qu'on écrit avec un conditionnel dans tous les papiers. Et puis, en fait, c'est vrai, c'est au conditionnel sur une demi-phrase dans les papiers de stimulation. Mais on n'en sait rien. C'est vrai que les hyperkinétiques, on les voit, ils marchent très, très bien. Et l'excellence de la dystonie mobile, c'est la myoclonie, en fait. Et ceux-là, ils sont 100% d'amélioration. En revanche, la dame qu'on a vue, qui était tout sauf mobile, elle était quand même très très akinétrique, très posturale, a été quand même bien améliorée par le STN et assez améliorée par le pallidum. Donc en fait,
c'est difficile, c'est une tendance, mais je ne pense pas qu'on puisse dire vous avez une dystonie très tonique, on ne va rien vous faire. Parce qu'on est parfois agréablement surpris.